Je leur ai prêté 40 000 $ quand il a perdu son emploi. Je n'ai jamais demandé un centime en retour. Quand j'ai glissé et me suis cassé le bras sur leur Porsche, mon gendre a dit, si vous allez nous poursuivre, faites-le vite. Nous sommes occupés. J'étais encore aux urgences quand ils ont bloqué mon numéro. Mais j'avais encore des copies de chaque virement, de chaque reçu. Ce que j'en ai fait ensuite a fait la une des journaux. Bonjour, je m'appelle Joanne. J'ai 63 ans, je vis seule à Sioux Falls, dans le Dakota du Sud, et j'ai toujours été le genre de personne qui se présente quand les gens ont besoin d'aide. C'est peut-être parce que j'ai été élevée par ma grand-mère après que ma mère a fait une overdose, ou peut-être que c'est juste qui je suis. Je ne sais pas, mais j'ai passé la majeure partie de ma vie à prendre soin des autres. J'ai élevé 2 filles, Mallory et Dana, entièrement seule après que mon ex est parti en 1994. Il a fait ses valises un soir, a dit « Ce n'est pas la vie que je voulais », et n'a jamais regardé en arrière. J'avais un bambin et un bébé en couche. Je nettoyais des chambres de motel le matin, je servais dans un restaurant le soir et je réapprovisionnais les étagères chez Ivy le week-end. C'était dur. Je n'ai eu l'aide de personne, pas même de mes propres frères et sœurs, mais j'ai réussi. J'ai toujours réussi. Cette histoire concerne Mallory, mon aîné, et ce qui se passe lorsque les personnes pour lesquelles vous avez tout sacrifié vous tournent le dos à la seconde où vous devenez gênante. Ça a commencé petit. Craig, le mari de Mallory, a perdu son emploi. Il travaillait dans un silo à grains près de Del Rapides. Il y a eu un accident, pas de sa faute, mais l'entreprise a fermé pendant quelques semaines, puis a licencié la moitié de l'équipe. Craig en faisait partie. Mallory m'a appelé un soir, en pleurant, disant qu'ils étaient en retard sur l'hypothèque, qu'ils avaient 2 enfants à nourrir et qu'ils ne savaient pas quoi faire. Je n'ai même pas hésité. J'ai demandé combien ils avaient besoin pour rattraper leur retard. Elle a dit 2 000 $. Je l'ai viré ce soir-là. C'était la première fois. Puis il y a eu la batterie de la voiture, puis un chauffe-eau cassé, puis les jumeaux ont eu besoin de nouvelles chaussures et de fournitures scolaires. J'ai aidé à chaque fois. Le pire, c'était la facture dentaire de Craig. Il s'est cassé une molaire et a dû être opéré. Pas d'assurance. Celle-là a coûté 3 800 $. Je l'ai payée. En 1 an et demi, je leur ai envoyé plus de 40 000 $. Je n'ai jamais rien demandé par écrit, pas de reconnaissance de dette. Je n'en voulais pas. C'était ma famille. Je me suis dit qu'ils traversaient juste une mauvaise passe et que je pouvais les aider à s'en sortir. Un jour, ils me le rendraient, ou peut-être qu'ils m'aideraient quand je serais plus âgée. C'était l'idée, en tout cas. Le 7 janvier. C'est le jour où tout a changé. C'était le 6e anniversaire des jumeaux. Je leur avais préparé des petits gâteaux en forme de chiffres. L'un avait des vermicelles bleues, l'autre rose. J'ai tout emballé dans un sac fourre-tout et je suis allée chez eux. L'allée était glissante, la neige tassait comme de la glace. J'ai monté lentement les marches du Porsche, en serrant le sac contre moi pour ne pas faire tomber les gâteaux. Je ne me souviens pas exactement comment c'est arrivé. Une seconde j'étais debout, la suivante mes pieds ont glissé sous moi. J'ai atterri lourdement, si lourdement que ça m'a coupé le souffle. Mon bras s'est tordu sous mon corps et j'ai su tout de suite que quelque chose n'allait pas. Je m'étais déjà cassé des os. C'était pire. J'ai crié. La douleur était aveuglante. Personne n'est sorti pendant un moment. Finalement, la porte s'est ouverte. Craig se tenait là, une tasse de café à la main. Il n'avait même pas l'air surpris, il m'a juste regardé et a dit « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Je lui ai dit que j'étais tombée et que je pensais que mon bras était cassé. Il est resté là une autre seconde, puis a marmonné « Si vous allez nous poursuivre ou quelque chose comme ça, faites-le vite. Nous sommes occupés cette semaine. » C'est la phrase exacte, gravée dans mon cerveau. Puis il s'est retourné et est rentré. Je suis restée allongée là 1 minute de plus, essayant de respirer malgré la douleur. Mon téléphone était toujours dans ma poche et j'ai réussi à appeler moi-même le 911. Les ambulanciers sont venus et m'ont chargé dans l'ambulance. Je n'arrêtais pas de penser que Mallory se présenterait à l'hôpital. Elle ne l'a pas fait. J'ai essayé de l'appeler depuis les urgences. Directement sur la messagerie vocale.
J'ai réessayé plus tard. Puis je lui ai envoyé un texto. Message échoué. J'ai réessayé. Même chose. C'est là que j'ai réalisé qu'elle avait bloqué mon numéro. Ma fille m'a bloqué alors que j'étais assise aux urgences avec un bras en miettes. Les jours suivants ont été calmes. J'ai attendu de ses nouvelles. Rien. Dana, ma fille cadette, a dit que Mallory avait raconté à la famille que j'avais simulé la chute pour leur faire mauvaise réputation, que j'essayais de prendre leur maison. Ça m'a anéanti plus que la chute, plus que le bras cassé. Puis quelque chose a basculé en moi. Je me suis mise en colère. Je n'allais pas être la méchante dans une histoire où je n'avais fait qu'aider. Alors j'ai sorti le dossier en manille que j'avais gardé dans le placard. Chaque relevé bancaire, virement Venmo, email, reçu, texto demandant de l'aide. J'ai tout additionné, 40 312 $ et 77 cents. J'ai appelé une avocate, Angela Mendes. Une amie de la famille me l'avait recommandée. Elle n'a pas dit grand-chose au début, elle a juste regardé les papiers et a hoché la tête. Au bout de 10 minutes, elle a dit, « Vous les tenez. Nous pouvons déposer une plainte pour fraude ou même pour exploitation financière des personnes âgées. Ça dépend jusqu'où vous voulez aller. » Je n'étais pas sûre de ce que je voulais. Je ne voulais pas les détruire, mais je n'allais pas non plus être jetée comme un déchet. Nous avons déposé la plainte. Craig et Mallory ont été signifiés à leur porte 2 semaines plus tard. Ils ne se sont jamais présentés au tribunal, n'ont pas répondu à la convocation, rien. Angela a demandé un jugement par défaut. Il a été accordé. Mais ce n'est pas ce qui a fait que l'histoire est devenue virale. Ce qui l'a fait, c'est l'oncle de Craig. Il possède un bar et s'est déchaîné sur Facebook en disant à quel point il était horrible que les personnes âgées poursuivent leurs propres enfants pour de l'argent, a dit que j'étais jalouse, que j'étais amère et vindicative. Ce message a été partagé dans toute la ville. Alors j'ai posté le mien. Ce n'était pas dramatique, juste des photos, des captures d'écran de chaque virement, de chaque email de Mallory demandant de l'aide, et les relevés bancaires montrant les dates et les montants. J'ai terminé le message par une phrase, « Je les ai aidés pendant 18 mois. Quand je me suis cassé le bras sur leur Porsche, ils m'ont dit de les poursuivre rapidement parce qu'ils étaient occupés. » Ça a explosé. Des milliers de partages, des centaines de commentaires. Des gens dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis des années ont commencé à me contacter. Les informations locales s'en sont emparées, puis une autre chaîne. Je ne m'attendais pas à ce que ça aille aussi loin, mais je n'avais pas honte. J'ai dit la vérité. Une semaine plus tard, ma facture d'hôpital, plus de 9 000 $, a été entièrement payée. Personne ne m'a dit qu'il avait fait, mais je sais que c'était Mallory. Je pouvais le sentir. Mais personne ne s'est excusé. Pas un mot. Maintenant, 15% du salaire de Craig va sur mon compte 2 fois par mois, sur ordonnance du tribunal. Je n'ai pas demandé ça, mais je ne l'arrête pas non plus. Ils ont déménagé de leur maison, ne pouvaient plus se permettre d'y rester. J'entends dire qu'ils louent un duplex maintenant. Les gens disent que je devrais leur pardonner, que ce n'est que de l'argent. Mais ce n'était pas ça. C'était la confiance. C'était l'amour. Et ils l'ont jeté comme un déchet à la minute où j'ai eu besoin de quelque chose. Cette histoire n'est pas encore terminée. Après que la poussière soit un peu retombée, les choses sont devenues calmes, trop calmes. Je savais que ce n'était pas vraiment fini. Les gens comme Craig ne supportent pas bien l'humiliation. Et Mallory, eh bien, elle n'a jamais été douée pour affronter les conséquences. 3 semaines après qu'ils aient emménagé dans ce duplex, Dana m'a appelé. « Maman, dit-elle, la voix basse, tu devrais voir ce qu'il publie. » Je n'avais plus Facebook. Après que l'histoire soit devenue virale, j'ai fermé ma page. Trop d'inconnus fouillant dans ma vie. Mais Dana avait toujours la sienne. Elle m'a envoyé des captures d'écran. Mallory avait fait une nouvelle publication, une longue. Ça commençait par de fausses excuses, quelque chose comme « Désolé que les choses se soient passées ainsi », puis ça s'est transformé en cette histoire bizarre et tordue. Elle disait que j'étais mentalement instable, que j'avais des antécédents de manipulation et qu'elle et Craig avaient essayé de m'aider financièrement pendant des années. Chaque mot était un mensonge.
Elle a même dit que je m'étais jetée dans les escaliers pour attirer l'attention. Celle-là m'a fait rire aux éclats. Non pas parce que c'était drôle, mais parce que c'était si loin de la vérité que ça ne m'a même pas piqué. C'était comme regarder une inconnue parler de quelqu'un qui n'était pas moi. Mais ça a fait quelque chose de pire. Les gens ont commencé à la croire. Quelques vieux amis de la famille, des gens que je connaissais depuis que Mallory était en couche, ont commencé à prendre leur distance. L'un d'eux m'a même envoyé un message disant qu'il ne voulait pas s'impliquer dans une querelle de famille. Une querelle de famille. C'est ce que c'était maintenant. C'était comme si j'étais entrée dans une version de ma vie où le haut était le bas et le mal le bien. Je ne savais pas ce qui faisait le plus mal, ce que Mallory disait ou le fait que les gens le croyaient. Mais j'ai gardé la tête basse, j'ai laissé les tribunaux s'en occuper. La saisie-arrêt a continué. Je recevais $612.34 toutes les 2 semaines. Je ne le dépensais pas. Je le gardais sur un compte d'épargne séparé. Il ne s'agissait plus d'argent. Il s'agissait de conserver les preuves. Puis un jour, j'ai remarqué que le dépôt n'avait pas eu lieu. J'ai attendu quelques jours. Rien. J'ai appelé Angela. Ils ont démissionné, dit-elle. Je n'ai pas compris. Tous les deux. On dirait. Soit ils essaient d'échapper à la saisie-arrêt, soit ils n'ont vraiment plus d'option. C'est là que j'ai réalisé quelque chose. Ils préféreraient réduire leur vie en cendres plutôt que d'admettre qu'ils avaient fait quelque chose de mal. Et c'est exactement ce qu'ils faisaient. 2 semaines plus tard, j'ai été assignée à comparaître. Craig et Mallory me poursuivaient en justice pour détresse émotionnelle et diffamation. Le procès alléguait un préjudice irréparable à leur mariage et à leur réputation, et exigeait $100 000 de dommages et intérêts. J'ai ri en le lisant. Puis j'ai eu la nausée parce que ce n'était plus seulement mesquin. C'était la guerre. Angela m'a dit de ne pas m'inquiéter. C'est faible, dit-elle. Nous allons le démolir au tribunal. Mais le fait est que peu importait s'ils avaient un dossier ou non. Ils utilisaient le système judiciaire pour me punir, pour me faire traverser l'enfer. Ils ne voulaient pas d'argent. Ils me voulaient épuiser. Ils me voulaient effrayer. Et j'avoue que pendant un certain temps, ça a marché. J'ai arrêté de dormir. Ma tension artérielle a augmenté. J'ai perdu 10 livres en un mois. Je ne pouvais pas m'empêcher de penser, comment ma propre fille était-elle devenue cette personne? Et puis une nuit, ça m'a frappé. Elle avait toujours été cette personne. J'avais juste refusé de le voir. J'ai commencé à creuser. Pas pour me venger, juste pour comprendre. J'ai parcouru de vieux emails, de vieux relevés bancaires, des textos. J'ai établi une chronologie de chaque dollar que je leur avais jamais envoyé, de chaque fois qu'ils avaient demandé, de chaque excuse. Des schémas ont commencé à apparaître. Les mêmes urgences, les mêmes histoires larmoyantes, souvent à quelques mois d'intervalle seulement. Les choses pour lesquelles ils prétendaient avoir besoin d'aide, comme les réparations de la voiture de Craig, coïncidaient avec des photos sur les réseaux sociaux d'eux faisant des week-ends à Kansas City, des journées au spa, un nouvel iPad sophistiqué pour les jumeaux. Ils ne survivaient pas. Ils m'utilisaient. Pire, ils m'avaient menti pendant tout ce temps. J'ai fait un classeur, onglet, reçu codé par couleur, date, photo, capture d'écran. J'en ai envoyé une copie à Angela. Elle m'a appelé ce soir-là. C'est de l'or, dit-elle. Nous n'allons pas seulement gagner. Nous allons détruire leur demande reconventionnelle. Je n'étais pas heureuse. Je n'étais pas soulagée. J'avais juste froid, comme si tout l'amour que j'avais pour Mallory s'était finalement tari. Et je savais ce que je devais faire ensuite. Une de mes amies travaille pour Keloland News. Elle m'a contactée après avoir vu le drame sur Facebook et m'a demandé si je voulais faire un suivi. Au début, j'ai dit non. Je ne voulais plus de l'attention. Mais après la demande reconventionnelle, j'ai changé d'avis. Nous avons filmé le segment dans ma cuisine. Je leur ai montré le classeur. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai même pas élevé la voix. J'ai juste dit la vérité à nouveau. 2 jours après sa diffusion, j'ai reçu une lettre par la poste d'un ancien voisin de Mallory, et c'était une copie d'un rapport de police. Quelque chose datant d'il y a 6 ans,
quand Craig s'était fait prendre en train de voler du matériel de son ancien travail et de le vendre au noir. Les charges avaient été abandonnées. Personne n'en avait jamais parlé. Jusqu'à maintenant. J'ai donné le rapport à Angela. Maintenant, nous avions un moyen de pression. Et Mallory, elle n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Je n'ai pas cherché d'informations compromettantes sur Craig. Honnêtement, je n'en ai pas eu besoin. Elles m'ont trouvé. Après la diffusion de ce deuxième reportage, celui avec le classeur, les reçus, les captures d'écran, les gens ont commencé à parler, à m'envoyer des messages, des personnes que je n'avais pas vues ou dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis des années. Un message s'est démarqué. Il provenait d'une femme nommée Shelley qui travaillait avec Craig au silo à grains avant qu'il ne soit licencié. Elle a dit qu'elle ne voulait pas remuer le couteau dans la plaie, mais pensait que je devais savoir que le licenciement de Craig n'était pas exactement comme Mallory l'avait raconté. Je l'ai appelé le lendemain matin. Nous avons parlé pendant près d'1 heure. Il s'est avéré que Craig n'avait pas du tout été licencié. Il avait été renvoyé. Shelley a dit qu'il y avait des rumeurs selon lesquelles il falsifiait les feuilles de temps, arrivait en retard, partait tôt, et enregistrait même des heures pour des jours où il ne travaillait pas. La direction l'a surpris, l'a averti une fois, puis l'a renvoyé la deuxième fois. Mais Craig a dit à tout le monde, y compris à Mallory apparemment, qu'il avait été licencié avec les autres. Je suis restée assise là, à fixer le téléphone longtemps après la fin de l'appel. Je me suis souvenue de la façon dont Mallory avait pleuré quand elle m'avait appelé au sujet de l'hypothèque, de la façon dont Craig avait gardé le silence, de la façon dont j'avais envoyé $2000 ce soir-là, sans poser de questions. Que des mensonges. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Angela m'a demandé de rester discrète pendant qu'elle se préparait pour le procès, mais je ne pouvais pas rester inactive. J'avais besoin de comprendre jusqu'où cela allait. Alors j'ai de nouveau appelé Dana, je lui ai demandé doucement ce qu'elle savait. Elle a hésité, puis a dit quelque chose à quoi je ne m'attendais pas. « Maman, je crois qu'ils ont utilisé ton argent pour rembourser un prêt privé. » Quel prêt ? D'un type que Craig connaissait. Il s'appelle Evan, je crois. C'était lié au jeu d'argent. Mon estomac s'est noué. Dana m'a dit qu'il y a quelques années, Craig s'était endetté lourdement avec les paris sportifs, avait perdu des milliers, avait essayé de se refaire et s'était encore plus endetté. Finalement, il avait emprunté de l'argent à quelqu'un du coin, Evan Hill, connu en ville pour prêter de l'argent avec le sourire et le récupérer avec les poings. J'avais la nausée. Tout cet argent que je pensais aider mes petits-enfants à rester au chaud, il était peut-être allé directement dans la poche d'un usurier. J'ai tout donné à Angela, le nom, les jeux d'argent, même la déclaration de Shelley sur le renvoi de Craig. Angela a dit, laissez-les venir au tribunal avec leur petite plainte en diffamation. On va y mettre le feu. Pendant ce temps, Mallory et Craig ont commencé à publier encore plus en ligne. Ils ont affirmé que j'étais obsédée, que je les harcelais, que j'avais monté les enfants contre leurs propres parents. Cette partie m'a fait mal parce que la vérité, c'est que je n'avais pas vu mes petits-enfants depuis des mois. Mallory m'avait coupé les ponts, refusait de me laisser leur parler, disait que j'étais trop instable. Il me manquait plus que je ne peux le dire. Puis un matin de mars, j'ai reçu une enveloppe blanche unie dans ma boîte aux lettres. Pas d'adresse de retour. À l'intérieur se trouvaient 3 dessins au crayon. L'un était un dessin de moi avec mon chignon gris et mes lunettes roses. Le deuxième était une maison avec un bonhomme allumette allongé sur les marches et une ambulance dessinée à côté. Le troisième n'était que 4 mots écrits d'une écriture maladroite, « Mamie tu me manques ». Pas de nom, mais je savais de qui il venait, Lily, l'une des jumelles. Je me suis assise sur les marches de mon Porsche et j'ai pleuré. Ils essayaient d'empoisonner ma relation avec mes petits-enfants, tout comme ils avaient essayé de ruiner ma réputation, tout comme ils avaient essayé de me ruiner au tribunal. Mais maintenant, je ne me battais plus seulement pour moi. Je me battais pour la vérité, pour la dignité, pour la partie de moi qu'ils n'avaient pas réussi à briser. 3 jours avant la date du procès, Craig a fait quelque chose de stupide. Il a envoyé un texto à Dana, « Tu ferais mieux de dire à ta mère de se calmer. On a des gens qui surveillent sa maison. » Dana m'a envoyé une capture d'écran. Angela a demandé une ordonnance restrictive le même après-midi. Nous l'avons soumise avec le reste des preuves de la demande reconventionnelle.
C'est là que tout a changé. Au lieu de faire traîner leur faux procès, le nouvel avocat de Craig et Mallory a déposé une requête en abandon de leur propre action. Pas d'explication. Juste disparu. Mais notre jugement civil initial, toujours en vigueur, toujours exécutoire. Et maintenant, nous avions une audience en instance pour une ordonnance restrictive en plus. Angela a dit, c'est là que vous devez rester forte, parce que les gens comme eux, ils redoublent d'efforts quand ils sont acculés. Elle avait raison. Cette nuit-là, quelqu'un a crevé mes pneus, les 4, et a scotché un mot sur mon pare-brise qui disait « Continuez à pousser. Vous verrez ce qui se passera. » Je n'ai pas appelé Mallory. Je n'ai même pas pleuré. J'ai appelé la police, puis j'ai appelé Angela. Parce que maintenant, il ne s'agissait plus seulement d'argent, d'orgueil ou de trahison. Maintenant, c'était criminel. Et j'allais prendre tout ce qu'il m'avait jeté, chaque mensonge, chaque calomnie, chaque menace, et le transformer en quelque chose dont il ne pourrait pas se défaire. Cette fois, je ne reculerai pas. Les flics sont venus et ont regardé les pneus crevés, le mot, le timing. Ils ont déposé un rapport, on dit qu'ils garderaient un œil sur les choses, mais je savais mieux. Dans cette ville, à moins qu'il n'y ait du sang sur le trottoir, la plupart des gens ne prennent pas les menaces au sérieux. Mais Angela, si. Elle a tout apporté à l'audience pour l'ordonnance restrictive, les pneus crevés, le message menaçant que Craig avait envoyé à Dana, le rapport de police, même l'enveloppe avec les dessins de mes petits-enfants pour montrer comment ils essayaient d'instrumentaliser les enfants. Le juge n'a même pas laissé Mallory ou Craig parler. Ordonnance restrictive accordée. Un an complet, sans contact, avec une prolongation si nécessaire. Cela signifiait qu'il ne pouvait pas s'approcher de moi, m'envoyer de textos, se présenter chez moi, rien. Il ne pouvait pas non plus utiliser les enfants pour envoyer des messages. Ça aurait dû suffire, mais ce n'était pas le cas. Parce qu'Angela avait également demandé la réouverture de l'affaire civile, non seulement pour la saisie arrêt, mais aussi pour fraude, harcèlement et violence psychologique. Et nous ne nous en prenions pas seulement à eux. Nous nous en prenions à leurs biens, qui, curieusement, n'étaient pas aussi cachés qu'ils le pensaient. Il s'est avéré qu'après le premier jugement, Craig avait transféré la propriété d'un pick-up d'occasion et d'une motoneige à son cousin pour éviter la saisie. Mais son cousin avait été assez stupide pour s'en vanter sur Facebook, photos, dates, légendes comme « Merci pour le cadeau de Noël en avance, frangin ». Angela avait les reçus. Et quand nous l'avons présenté au juge, il était furieux. La dissimulation d'actifs signifiait une pénalité automatique, et nous pouvions désormais demander la saisie de tout ce qui était à leur nom. Angela a déposé une requête immédiatement. En un mois, nous avions des privilèges sur leurs comptes bancaires, leurs voitures et les meubles qu'il leur restait de la maison. Le tribunal nous a donné le droit d'envoyer une équipe de recouvrement pour toute valeur impayée du jugement initial, plus $12 000 de frais de justice. Les choses n'ont fait qu'empirer pour eux à partir de là. Vous vous souvenez de ce rapport de police de l'ancien travail de Craig, celui dont Shelem avait parlé? Angela l'a transmis anonymement au ministère du Travail. Ils ont commencé à creuser. Un mois plus tard, Craig faisait l'objet d'une enquête pour falsification de dossiers d'emploi, non pas une seule fois, mais pour 2 emplois précédents. Les 2 fois, il avait été renvoyé, mais avait réussi à convaincre les gens qu'il avait été licencié. Puis le fisc s'en est mêlé. Il s'est avéré que Craig et Mallory n'avaient pas déclaré une grande partie de l'argent que je leur avais donné. Certains de ces virements étaient répertoriés comme « dons » et « donations » sur leur déclaration d'impôt. Le fisc n'a pas aimé ça, pas du tout. Ils ont subi un contrôle fiscal complet. Mallory a de nouveau essayé de jouer la victime en ligne, a dit qu'elle était harcelée par des personnes âgées qui ne comprennent pas la parentalité moderne, a affirmé que les tribunaux étaient truqués contre les jeunes familles. Mais personne ne l'a cru cette fois. Les gens se souvenaient des pneus crevés, des menaces, des mensonges. Le journal local a publié un autre article. Celui-ci n'était pas tendre. Le titre disait « Une mère qui a donné $40 000 voit enfin justice, mensonges familiaux, menaces et une traînée de dettes ». Je ne leur ai pas demandé de le publier, mais je ne les en ai pas empêchés non plus. Le coup de grâce est arrivé 6 mois plus tard. Le tribunal a ordonné une vente aux enchères publiques des biens saisis de Craig et Mallory,
voitures, motoneige, meubles, même l'alliance que Mallory avait essayé de cacher chez sa belle-sœur. Angela s'est assurée que j'y sois. J'ai regardé des inconnus enchérir sur la vie que je les avais aidés à construire. Puis quelque chose d'inattendu s'est produit. Dana est arrivée avec les jumeaux. Elle n'a rien dit, s'est juste approchée, m'a serré fort dans ses bras et a chuchoté, « Ils ne récupéreront pas les enfants. » Je me suis reculée. « Qu'est-ce que tu veux dire ? » Les services de protection de l'enfance sont impliqués, dit-elle. Quelqu'un a signalé les menaces, l'environnement, les cris, les histoires d'argent. Ils font l'objet d'une enquête. Je n'ai pas demandé qui avait fait le signalement, mais j'avais une assez bonne idée. Pour la première fois depuis des mois, j'ai senti quelque chose de chaud s'installer dans ma poitrine, l'espoir. À la fin de l'année, j'avais un plan de paiement ordonné par le tribunal toujours en place, une ordonnance restrictive renouvelée pour 3 ans de plus, et l'autorité légale de recouvrer auprès de tout futur emploi que Craig ou Mallory pourraient obtenir. Et maintenant, avec les services de protection de l'enfance qui surveillaient, ils ne pouvaient plus utiliser les enfants comme boucliers. Quant à moi, j'ai commencé à suivre une thérapie. Angela a dit que c'était une bonne idée. Au début, je ne pensais pas en avoir besoin. J'étais forte, je l'avais toujours été. Mais quelque chose s'était brisé pendant tout cela, quelque chose que je n'avais même pas réalisé être brisé avant de commencer à parler. Il s'est avéré que j'avais passé la majeure partie de ma vie à essayer de gagner l'amour de gens qui ne faisaient que prendre. C'était mon erreur. C'était ma part dans tout cela. Le thérapeute m'a aidé à comprendre quelque chose de simple, l'amour sans limite n'est pas de l'amour, c'est de l'autodestruction. Alors j'ai mis des limites, et j'ai commencé à me reconstruire. 6 mois plus tard, Dana m'a demandé si j'envisagerais d'être la tutrice à temps partiel des jumeaux, juste jusqu'à ce que les choses se calment, peut-être plus longtemps. J'ai dit oui. Pas par vengeance, pas pour gagner, mais parce qu'il méritait mieux, et parce que j'avais enfin compris quel était vraiment mon rôle, non pas sauver ma fille adulte de ses propres choix, mais protéger la prochaine génération pour qu'elle ne devienne pas comme elle. Quant à Mallory et Craig, ils vivent maintenant dans un appartement en sous-sol. Craig travaille au noir quand il le peut. Mallory ne parle à personne, sauf à des inconnus en ligne qui croient encore qu'elle est une victime. Le fisc saisit tout remboursement qu'ils essaient de déposer. Ils doivent plus de 18 000 $ d'arriérés d'impôts, et le jugement que j'ai, il est toujours actif. Il les suivra pour toujours. Et moi ? Je dors très bien ces jours-ci, parce qu'au final, la vérité a tenu bon. Et moi aussi.